Hier, j'aidais mon mari à nettoyer le garage quand ma belle-mère est arrivée, critiquant tout ce que je faisais et me lançant des regards méprisants. Vous savez ce que c'est, ce sentiment d'injustice quand quelqu'un de votre famille abuse de vous et de votre maison. Mais cette fois, j'avais un atout secret. J'avais enregistré chaque mot cruel, et grâce à cela, j'ai pu découvrir la vérité choquante sur ses intentions et reprendre enfin le contrôle de ma vie. Hier, je me levai tôt, comme chaque samedi, avec l'intention d'aider mon mari à nettoyer le garage. L'air était encore frais, et une légère brume enveloppait le jardin. J'aimais ces moments où nous travaillions ensemble, riant parfois des petites maladresses de l'autre, partageant un café avant de nous mettre au travail. Le garage, vieux et encombré, était rempli de caisses de souvenirs, de vieux outils et de cartons poussiéreux que nous n'avions jamais pris le temps de trier. J'avais commencé par balayer le sol, enlevant la poussière qui s'accumulait depuis des mois, quand soudain, j'entendis le grincement familier de la porte d'entrée. Au début, je pensais que c'était mon mari qui revenait de la voiture pour chercher un outil ou une échelle. Mais la silhouette qui se découpa dans l'encadrement de la porte n'était pas celle de mon mari. C'était elle, ma belle-mère. Elle se tenait là, les bras croisés, le menton relevé avec cette expression de dédain que je connaissais si bien. Même de loin, je pouvais sentir son regard glacial, ce mélange d'arrogance et de mépris qui me mettait toujours mal à l'aise. Elle avançait lentement, comme si elle voulait que chaque pas amplifie son autorité sur nous, et sur tout ce que nous faisions dans cette maison qu'elle ne cessait de considérer comme la sienne. « Alors, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle d'une voix forte, tranchante, comme si le simple fait que j'existe ici était une offense. Je sentis un frisson me parcourir. Mon mari, qui était en train de déplacer une vieille armoire, se figea. Il savait, tout comme moi, que l'arrivée de sa mère n'annonçait jamais rien de bon. J'essayais de rester calme, de sourire poliment, mais son regard était pénétrant, jugeant chaque geste que je faisais, chaque mouvement de mes mains. Elle commença à critiquer l'organisation du garage, le balai que je tenais, et même le choix de la couleur du seau pour la poussière que j'avais préparé. « Tu devrais vraiment apprendre à faire ça correctement », lança-t-elle d'un ton suffisant, comme si je n'étais qu'une enfant incapable de comprendre le monde adulte. Chaque mot qu'elle prononçait me pesait sur les épaules, mais je devais garder mon calme. Je savais qu'élever la voix ou répondre avec colère ne ferait qu'empirer la situation. Mon mari, quant à lui, me regardait avec cette expression de frustration mêlée d'inquiétude, conscient que chaque rencontre avec sa mère pouvait dégénérer en conflit ouvert. À mesure qu'elle avançait dans le garage, j'observais les détails, ses mains impeccablement manucurées, les bijoux discrets mais visibles qui accentuaient son air de supériorité, et cette manière qu'elle avait de marcher comme si tout ici lui appartenait. Chaque fois qu'elle posait ses yeux sur moi, je sentais cette tension dans l'air, cette pression qui me donnait l'impression de marcher sur des œufs, craignant à chaque instant qu'elle lance une remarque humiliante. Soudain, elle se pencha pour examiner un vieil outil que mon mari avait sorti d'une caisse. « Mais enfin, qui utilise encore ce vieux truc ?» dit-elle, un sourire sarcastique sur les lèvres. Je pouvais sentir la colère monter en moi, mais je la retenais, respirant profondément. J'avais appris, au fil des années, que chaque mot qu'elle prononçait avait le pouvoir de provoquer une dispute familiale, et que le silence stratégique pouvait parfois être plus efficace que n'importe quelle réplique. Elle se tourna ensuite vers moi et, d'un ton encore plus acerbe, lança « Tu crois vraiment que tu sais organiser quelque chose ici ?» Son regard me transperçait. C'était comme si elle essayait de me faire douter de mes compétences, de ma légitimité dans cette maison. Je sentais mon cœur battre plus vite, et une part de moi voulait fuir, mais une autre part, celle qui avait enduré ses critiques pendant des années, refusait de céder. À ce moment précis, je me souvins de toutes les fois où sa présence avait transformé des moments simples en épreuves, les dîners de famille devenus des champs de bataille silencieux, les vacances où chaque décision était remise en question, et les conversations où chaque mot pouvait se retourner contre moi. Je compris que ce moment dans le garage n'était pas seulement une visite ordinaire, c'était le début d'une autre confrontation, un test de patience et de courage. Alors que je continuais à balayer, en essayant de rester neutre, je sentis une idée germer dans mon esprit. Cette fois, je ne laisserais pas ces paroles me briser ou dominer mon quotidien. Je devais être intelligente, stratégique. Chaque mot, chaque critique, chaque geste pouvait devenir une preuve, un atout pour protéger notre famille et peut-être, un jour, lui montrer que ses propres paroles pouvaient se retourner contre elle. Le silence s'installa un instant, seulement troublé par le bruit du balai et le vent léger qui passait par la fenêtre du garage. Je sentis mon mari à côté de moi, son soutien silencieux,
et je compris que nous n'étions pas seuls dans cette bataille subtile. Puis elle fit un pas de plus, s'approchant de moi avec ce sourire cruel qui me connaissait trop bien. C'était le moment où tout pouvait basculer, où une simple visite pouvait décider de la suite de notre vie familiale. Et c'est à cet instant précis que je réalisai que cette arrivée inattendue n'était pas simplement un désagrément du samedi matin. Non, c'était le début d'une série d'événements qui allaient révéler des vérités cachées, des secrets de famille, peut-être, préparer le terrain pour la justice que j'avais attendue si longtemps. Le frisson dans l'air, la tension palpable, tout annonçait que ce jour, ce simple samedi, allait marquer un tournant décisif dans ma vie et celle de ma belle famille. Alors que je balayais le sol du garage, essayant de garder mon calme malgré la présence imposante de ma belle-mère, mon esprit s'échappa vers le passé. Je me souvenais de notre mariage, ce jour qui aurait dû être rempli de joie, d'amour et de promesses, mais qui, en réalité, avait été teinté d'ombre et de tension. Mon mari et moi avions travaillé pendant des mois pour que tout soit parfait. Nous rêvions d'une journée magique, entourée de nos familles et amis. Je me revois dans ma robe blanche, délicatement brodée, les cheveux relevés avec soin, le cœur battant d'excitation et de bonheur. Mais dès que ma belle-mère est arrivée à l'église, j'ai senti ce froid familier. Elle marchait avec assurance, observant chaque détail comme si elle était la critique ultime et que rien dans ce mariage ne pouvait être à la hauteur de ses standards. Elle portait une robe élégante, sobre mais imposante, et un collier doré qui captait la lumière de manière presque provocante. Chaque regard qu'elle posait sur moi était chargé de jugement. Je me souviens de son sourire condescendant lorsqu'elle m'a accueilli à la réception, comme si elle avait le pouvoir de décider si j'étais digne de devenir membre de cette famille. Je me rappelle les préparatifs, les conseils non sollicités et les critiques déguisées en remarques bienveillantes. Tu devrais choisir une autre couleur pour les fleurs, cela ne va pas avec la décoration. Ou encore, assure-toi que les tables soient parfaitement alignées, sinon ça donnera une mauvaise impression. Je pouvais sentir mon cœur se serrer à chaque fois, mais je devais sourire et hocher la tête, car contredire sa belle-mère à ce moment-là aurait été catastrophique pour l'ambiance du mariage. Pendant la cérémonie, elle ne cessait de chuchoter à mon mari des conseils et des critiques sur moi, comme si j'étais incapable de comprendre ce qu'il fallait faire pour réussir notre vie commune. Je voyais mon mari jeter des regards de détresse vers moi, et je comprenais à quel point il se sentait pris au piège entre l'amour qu'il me portait et la loyauté qu'il devait à sa mère. Cette dualité pesait sur lui autant qu'elle pesait sur moi. Je me souvenais aussi des petits incidents, insignifiants pour d'autres, mais qui, pour moi, avaient laissé une marque durable. Le fait qu'elle ait insisté pour revoir la disposition des chaises, ou qu'elle corrige mon maquillage devant le photographe, ou encore qu'elle ait choisi elle-même le gâteau, minimisant nos idées et nos goûts. Chaque geste était une leçon implicite. Dans sa famille, elle était la voix ultime, celle dont l'opinion comptait plus que tout. Les souvenirs des discours à la réception me revenaient également. Elle avait pris la parole de manière subtile, parsemant son allocution de petites remarques à mon égard, glissant des sous-entendus sur mon passé et sur ma capacité à être une bonne épouse. À ce moment-là, je me sentais humiliée, mais contrainte de sourire devant les invités, cachant mon malaise derrière des rires polis et des mots de gratitude. Et pourtant, malgré toutes ces tensions, il y avait des moments où l'amour et la joie réussissaient à percer. Je me souvenais de la danse avec mon mari, où nous étions seuls sur la piste, où nous pouvions respirer et sentir que, malgré tout, notre union était sincère. Mais même ces instants précieux étaient parfois assombris par la silhouette de ma belle-mère, toujours proche, toujours observatrice, prête à intervenir au moindre faux pas. Je me rappelle de la fin de la journée, lorsque les invités sont partis et que nous avons enfin pu respirer. Mon mari m'a prise dans ses bras et m'a murmuré « Je sais combien cela a été difficile, mais nous avons tenu. Nous avons réussi, ensemble. » Ces mots m'ont réconforté, mais je savais que ce n'était qu'un répit temporaire. La bataille silencieuse avec ma belle-mère ne faisait que commencer, et cette journée de mariage, si belle en apparence, avait laissé des cicatrices invisibles, des blessures émotionnelles qui ne s'effaceraient pas facilement. En repensant à ce mariage, je réalisais que chaque geste, chaque parole et chaque regard de ma belle-mère avait été une préparation subtile à ce qui allait suivre dans notre vie quotidienne. Ces souvenirs étaient à la fois douloureux et révélateurs. Ils m'avaient appris à observer, à anticiper et à comprendre la nature manipulatrice de ma belle-mère. Mais surtout, ils m'avaient montré que la patience et la vigilance seraient mes alliés dans les batailles futures. Et c'est en gardant ces souvenirs vivants dans mon esprit que je reprenais le balai dans le garage, la tension de l'instant présent se mêlant à ces images du passé. Je sentais une force nouvelle en moi,
un mélange de colère et de détermination, prête à affronter la belle-mère qui venait de franchir la porte et qui, encore une fois, croyait pouvoir dominer ma vie. Chaque critique qu'elle prononçait, chaque regard de dédain, n'était plus seulement une attaque contre moi, c'était une preuve de sa véritable nature, et je savais qu'un jour, ces mêmes paroles seraient utilisées contre elle. Et, je vérifie juste, suivez-vous toujours la chaîne? Assurez-vous de ne pas manquer la suite de cette histoire. À peine la silhouette de ma belle-mère avait-elle franchi le seuil du garage que j'ai senti le poids de son regard sur moi, ce mélange de jugement et de supériorité qui avait toujours marqué notre relation. Je continuais à balayer, essayant de donner l'impression que tout allait bien, mais à l'intérieur, mon cœur battait rapidement. Chaque mouvement de sa part semblait calculé pour provoquer un malaise, et chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme une accusation silencieuse. « Alors, c'est comme ça que tu ranges les outils, lança-t-elle, son ton chargé de condescendance. Je sentis mes doigts se crispant sur le balai, mais je ne dis rien. J'avais appris que répondre impulsivement ne ferait qu'aggraver la situation. Mon mari, qui était derrière moi, échangea un regard inquiet avec moi. Je savais qu'il se demandait, comme moi, comment gérer ces intrusions qui devenaient de plus en plus fréquentes et oppressantes. Chaque samedi, chaque moment que nous pensions passer en paix était potentiellement perturbé par sa belle-mère, et je sentais que nous n'avions jamais de répit complet. Cette tension constante avait transformé notre quotidien en une sorte de champ de bataille silencieux, où le moindre faux pas pouvait déclencher une dispute familiale majeure. Alors qu'elle avançait vers l'étagère où nous avions rangé les boîtes d'outils, elle se pencha et examina le contenu, fronçant les sourcils avec un air de dédain. « Pourquoi as-tu mis ces vieilles boîtes ici? Elles ne sont pas à leur place, » dit-elle, comme si l'organisation de notre garage pouvait définir ma valeur en tant que belle-fille. Je sentais la colère monter en moi, mais je respirais profondément pour ne pas perdre le contrôle. Je me rappelais alors toutes les petites tensions accumulées au fil des années. Les dîners familiaux où elle critiquait subtilement mes choix de menu ou mes manières de servir, les invitations à des événements où elle intervenait constamment pour corriger mes moindres gestes, et même les conseils déguisés en recommandations bienveillantes qui n'avaient en réalité qu'un but, me rabaisser et me montrer que je n'étais jamais à la hauteur. Chaque moment passé à ses côtés était un rappel de cette hiérarchie invisible où elle se plaçait toujours au-dessus de moi. À ce stade, mon mari essaya d'intervenir. « Maman, ce n'est pas grave, elle s'en occupe bien, » dit-il d'un ton hésitant. Mais elle ignora complètement sa remarque, me regardant avec ce sourire suffisant, comme pour dire que ces mots n'avaient aucune importance et que ses critiques étaient légitimes. J'ai senti un mélange de frustration et d'impuissance m'envahir, mais aussi une force intérieure qui commençait à se former. Il était clair que je devais trouver un moyen de protéger ma famille et moi-même, sans déclencher un conflit direct qui ne ferait qu'empirer les choses. Puis, elle fit quelque chose qui intensifia la tension. Elle se mit à comparer ma manière de faire à celle de mon mari, insinuant que je n'avais pas son expérience ou son savoir-faire. « Tu devrais apprendre de lui, sinon tu ne réussiras jamais, » lança-t-elle, et son ton n'admettait aucune discussion. Je sentis mon visage se serrer, mes mâchoires se contracter, mais je continuais à faire mon travail en silence. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une piqûre, mais je savais que je devais rester calme, observer et noter mentalement tout ce qu'elle disait. L'air dans le garage devint presque étouffant, chargé de tension et de non-dits. J'entendais le vent souffler dehors, mais à l'intérieur, c'était le bruit de l'injustice et du pouvoir qu'elle cherchait à imposer. Chaque critique, chaque regard, chaque geste avait un but précis, affirmer sa domination et me rappeler que, pour elle, je ne serais jamais une vraie membre de la famille. Mais je commençais à voir ses failles, à comprendre ses stratégies et à noter les contradictions dans ses paroles et actions. À un moment, elle prit un vieux cadre photo qui traînait sur l'étagère et le montra du doigt. « Qui a mis ça ici? Ce n'est pas propre, ce n'est pas organisé. » Je sentis mon sang bouillir, mais je réussis à garder un visage impassible. Je savais que ce petit détail, bien qu'apparemment insignifiant, faisait partie de son schéma habituel, critiquer pour contrôler, humilier pour dominer. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé en moi. Chaque remarque, chaque critique commençait à nourrir une détermination silencieuse, un désir de montrer que, cette fois, elle ne pourrait pas m'écraser ni manipuler ma famille. Mon mari me lança un regard furtif, et je compris que nous partagions la même pensée. Il fallait observer, documenter et attendre le moment opportun pour agir. Nous étions fatigués de subir ces tensions répétées, et je sentais que cette accumulation de critiques et de regards méprisants allait bientôt atteindre un point de rupture.
Les petites tensions de chaque samedi avaient préparé le terrain pour une confrontation plus grande, plus stratégique, où ses propres paroles et actions finiraient par la trahir. Je me souviens avoir pris une profonde inspiration et regardé autour de moi, observant le garage, le désordre que nous essayions de corriger, et les outils qui représentaient nos efforts communs. Chacun de ces regards critiques renforçait mon engagement intérieur. Je devais non seulement protéger mon foyer et ma famille, mais aussi trouver un moyen de mettre fin à cette manipulation répétée, tout en restant intelligente et stratégique. Et alors que la tension atteignait son apogée, je sentis un frisson parcourir mon échine. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste qu'elle faisait, n'était plus seulement une attaque contre moi, c'était un indice, un témoignage de sa véritable nature, que je commençais à voir avec clarté. Ces premières tensions, accumulées au fil du temps et exacerbées par sa visite, devenaient la pièce maîtresse d'un plan silencieux qui allait révéler la vérité et rétablir l'équilibre dans notre famille. Dans ce moment précis, j'ai compris que ces petites disputes, ces critiques et ces regards condescendants, loin d'être insignifiants, étaient la préparation d'une revanche silencieuse. Et même si elle croyait que je restais passive et vulnérable, chaque mot qu'elle prononçait contribuait à construire le chemin vers un futur où sa manipulation ne pourrait plus avoir d'emprise sur nous. Après ces premières tensions dans le garage, j'ai commencé à ressentir le véritable poids du quotidien. Chaque matin, lorsque je me réveillais, je savais qu'il y avait une possibilité que ma belle-mère fasse irruption dans nos vies, même sans prévenir. Les simples gestes du quotidien étaient devenus des épreuves silencieuses. Préparer le petit déjeuner, ranger la maison, organiser les courses ou même parler de projets pour l'avenir devenaient des occasions potentielles de critique et de jugement. C'était comme marcher sur un champ de mines, où la moindre erreur ou le moindre oubli pouvait déclencher un conflit. Je me souvenais de la matinée où j'avais décidé de préparer un petit déjeuner spécial pour mon mari. Je voulais lui offrir un moment de douceur avant la journée chargée. J'avais fait ses œufs préférés, préparé du pain frais et mis la table avec soin. Pourtant, lorsque ma belle-mère est entrée dans la cuisine, elle s'est immédiatement mise à critiquer la disposition de la vaisselle. « Pourquoi as-tu mis les assiettes comme ça? Tu devrais faire attention à l'ordre et à la symétrie. » dit-elle avec un sourire suffisant. Chaque mot résonnait comme une épée dans mon cœur, me rappelant que mes efforts ne seraient jamais considérés comme suffisants à ses yeux. Cette pression constante commençait à peser lourd sur mon esprit. Même lorsque je pensais être seule avec mon mari ou mes enfants, j'avais l'impression qu'elle observait tout, que ces jugements invisibles flottaient dans l'air, prêts à me frapper à tout moment. La fatigue émotionnelle s'accumulait, et je me sentais souvent épuisée, comme si chaque journée nécessitait un effort monumental simplement pour survivre aux critiques et aux regards condescendants. Les repas en famille étaient particulièrement difficiles. Ma belle-mère s'asseyait toujours à la tête de la table, imposant sa présence, surveillant chaque mouvement et chaque mot. Si je servais un plat d'une manière qu'elle jugeait incorrecte, elle lançait des remarques acerbes ou des commentaires sarcastiques, rabaissant subtilement mon rôle en tant que belle-fille et épouse. « Tu devrais apprendre à présenter les plats comme dans une vraie maison familiale », disait-elle. Et même si personne d'autre ne semblait y prêter attention, chaque parole laissait une trace douloureuse dans mon esprit. Au fil du temps, cette routine silencieuse est devenue épuisante. Les tensions accumulées n'étaient plus limitées à ces visites, elles s'infiltraient dans chaque aspect de notre vie. Je remarquais que mes enfants commençaient à ressentir la pression aussi, hésitant parfois à inviter leur grand-mère pour ne pas provoquer une scène. Mon mari, quant à lui, oscillait entre le désir de défendre sa mère et le besoin de protéger sa famille, ce qui le rendait souvent anxieux et frustré. Je me souviens d'une journée où j'avais décidé de nettoyer le salon de fond en comble. J'avais déplacé les meubles, dépoussiéré chaque étagère et même lavé les rideaux. Je pensais que ce serait une surprise agréable pour ma famille. Mais lorsqu'elle est entrée, elle a immédiatement trouvé 1001 raisons de critiquer. Pourquoi ce meuble ici? Tu aurais dû le mettre là. Ce tapis est trop clair. Cela ne va pas avec les meubles. Chaque phrase était une piqûre, un rappel que rien de ce que je faisais ne pouvait jamais être parfait selon elle. Même les moments de joie étaient assombris par sa présence. Une simple sortie au parc avec mes enfants pouvait se transformer en critique sur ma manière de les habiller ou sur le temps que j'avais choisi pour partir. Les anniversaires, les fêtes ou les vacances n'étaient plus des occasions de célébration, mais des épreuves où il fallait marcher sur des œufs et anticiper ses remarques et jugements. Ce poids du quotidien n'était pas seulement émotionnel, il affectait aussi ma santé. Je ressentais des tensions dans les épaules, des maux de tête et une fatigue chronique. Chaque critique de ma belle-mère semblait peser physiquement sur moi,
Comme si ces paroles avaient la capacité de me ralentir, de me freiner dans ma propre maison, le lieu qui devrait être mon refuge. Mais ce quotidien difficile m'a également appris à observer attentivement, à reconnaître ses habitudes, ses paroles répétitives et ses gestes manipulateurs. J'ai commencé à noter mentalement tout ce qu'elle disait et faisait, à comprendre ses stratégies subtiles pour contrôler et dominer la famille. Chaque remarque, chaque jugement, chaque geste condescendant devenait une pièce du puzzle qui, un jour, me permettrait de reprendre le contrôle. J'ai aussi trouvé du réconfort dans le soutien silencieux de mon mari et de mes enfants. Ils avaient remarqué ma souffrance et, même s'ils n'osaient pas toujours intervenir, leur présence et leur compréhension me donnaient la force de continuer. C'était comme un petit rayon de lumière dans un quotidien souvent assombri par la critique et le mépris. À ce moment, j'ai compris que le poids du quotidien ne disparaîtrait pas simplement par la patience ou l'ignorance. Il fallait élaborer une stratégie, un plan pour protéger notre famille et mettre fin à cette domination subtile mais destructrice. J'ai commencé à imaginer comment je pourrais utiliser les paroles et les actions de ma belle-mère contre elle, de manière intelligente et discrète. Chaque jour, chaque interaction devenait une opportunité de collecter des preuves, d'observer les contradictions et de préparer le moment où la vérité éclaterait. Même si cela semblait épuisant et presque impossible à gérer au quotidien, je sentais une force croissante en moi. Cette accumulation de tensions et de critiques silencieuses, loin de me briser, nourrissait ma détermination. Je savais qu'un jour, tout ce poids accumulé, toutes ces petites injustices quotidiennes, se transformerait en un plan pour rétablir l'équilibre et la justice dans notre maison et notre famille. Et alors que je finissais de ranger le garage, en respirant profondément, je regardais ma belle-mère qui, sans se douter de rien, continuait ses remarques acerbes. Je compris que chaque mot cruel qu'elle prononçait, chaque geste condescendant, me rapprochait du jour où elle comprendrait que sa domination avait des limites. Ce poids du quotidien, lourd et incessant, était désormais le moteur silencieux d'une revanche que je préparais depuis des années, patiemment, avec intelligence et détermination. Après des années de tensions silencieuses et de critiques incessantes, j'ai commencé à réaliser que la clé pour survivre aux manipulations de ma belle-mère résidait non seulement dans ma patience, mais surtout dans la complicité avec mon mari. Nous avions traversé tant de moments difficiles, observant ensemble la manière dont elle s'immisçait dans nos vies, analysant chaque geste et chaque parole avec prudence. Cette complicité ne s'était pas développée du jour au lendemain, elle avait été forgée par des années de défis partagés, de silences entendus et de regards échangés dans lesquels nous partagions nos frustrations et notre soutien mutuel. Je me souviens d'un soir particulier, alors que nous étions assis dans le salon, après une énième visite de sa part. Elle avait passé l'après-midi à critiquer ma manière de ranger les étagères, à commenter mes choix pour le dîner et même à juger mon apparence avec cette condescendance qui m'était si familière. Mon mari et moi nous sommes regardés, et sans un mot, nous savions exactement ce que l'autre pensait. Il a posé sa main sur la mienne, doucement, et m'a dit « Je sais que c'est difficile, mais nous devons rester unis. » Ces mots simples ont été un baume sur mes blessures, un rappel que nous étions ensemble, et que sa manipulation ne nous détruirait pas. Au fil du temps, nous avons développé un langage silencieux. Un simple regard, un léger hochement de tête ou un sourire discret suffisait pour nous communiquer nos pensées et nos stratégies. Cette complicité nous permettait de naviguer à travers ces attaques verbales, de garder notre sang-froid et de préparer nos réponses sans que personne d'autre ne s'en aperçoive. Nous avions appris à décoder ses intentions, à anticiper ses critiques et à réagir avec intelligence plutôt qu'avec émotion. Je me souviens aussi des moments où nous nous retrouvions seuls, après ces visites, et où nous débriefions ce qui s'était passé. Mon mari me racontait ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait remarqué et ce qu'il pensait que nous devions faire pour nous protéger. Je faisais de même. Nous établissions des plans subtils pour gérer les prochaines visites, identifier ses manipulations et préparer des moyens de lui faire face sans provoquer de conflit direct. Ces discussions étaient notre bouclier, notre alliance secrète face à une personne qui, depuis trop longtemps, cherchait à contrôler notre quotidien. Mais cette complicité ne se limitait pas aux stratégies, elle touchait aussi aux émotions et à la compréhension mutuelle. Nous partagions des moments de rire pour alléger la tension, nous nous soutenions lorsque le poids de ces critiques devenait trop lourd et nous nous encouragions à rester forts et unis. Je me souviens de cette fois où elle avait fait une remarque particulièrement cruelle sur ma famille, insinuant que je ne pouvais pas être digne de son fils. Mon mari a pris ma main, l'a serrée doucement et m'a dit « Peu importe ce qu'elle dit, nous savons la vérité. Nous sommes une famille, et personne ne peut nous diviser. »
Ces mots ont renforcé mon courage, et j'ai senti que cette complicité avec mon mari devenait une force inébranlable, un lien qui allait nous permettre de surmonter tous les obstacles. Nous avons également trouvé des moyens subtils de nous protéger pendant ces visites. Parfois, nous organisions le salon ou le garage de manière à limiter ces interventions. Nous placions certains objets hors de portée pour éviter qu'elle critique leur disposition. Nous utilisions des distractions pour détourner son attention lorsqu'elle commençait à critiquer un détail inutile. Ces stratégies, bien que discrètes, reflétaient notre unité et notre intelligence collective pour gérer cette belle-mère manipulatrice sans créer de scandale ni de conflit ouvert. Avec le temps, cette complicité a évolué en une sorte de plan silencieux. Nous commencions à envisager comment nous pourrions utiliser ses propres paroles contre elle, documenter ses critiques et manipulations, et préparer le moment où la vérité serait révélée. Chaque interaction avec elle devenait une opportunité d'observer, d'enregistrer et de comprendre ses faiblesses. Mon mari et moi savions que cette complicité et cette alliance seraient essentielles pour protéger notre maison et notre famille. Je me souviens d'un après-midi où nous avons pris un moment pour parler de nos sentiments et de nos frustrations. Nous étions assis côte à côte sur le canapé, et pour la première fois, nous avons vraiment partagé la profondeur de notre fatigue émotionnelle. Nous avons parlé de la douleur que ses paroles et ses critiques avaient causée, de la tension qui pesait sur notre quotidien et de la peur que nos enfants ressentissaient. Mais nous avons également parlé de notre détermination à ne pas laisser cette situation nous briser. Cette conversation a renforcé notre lien, faisant naître une force silencieuse qui allait devenir notre meilleur atout dans les batailles à venir. Et puis il y avait les petits gestes du quotidien qui consolidaient cette complicité. Un café partagé le matin avant qu'elle n'arrive, un sourire échangé au moment où elle prononçait une remarque injuste, un clin d'œil pour montrer que nous étions en accord même sans mots. Ces détails, presque imperceptibles pour les autres, renforçaient notre unité et notre stratégie. Nous savions que tant que nous restions complices, rien ni personne ne pourrait nous séparer. Chaque critique, chaque regard méprisant de sa part devenait donc un moyen de renforcer notre lien plutôt qu'un outil pour nous diviser. Je me surprenais à anticiper ses paroles avec mon mari, à compléter ses phrases, à échanger un sourire discret lorsque nous percevions ses intentions avant même qu'elle ne les exprime. Cette complicité silencieuse était devenue notre bouclier, notre force invisible qui nous permettait de traverser chaque visite avec intelligence et patience. Et c'est dans ce mélange de soutien émotionnel, de stratégies subtiles et d'union silencieuse que j'ai commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. La véritable force face à la manipulation et aux critiques incessantes de ma belle-mère ne résidait pas dans la confrontation directe ou la colère, mais dans cette complicité avec mon mari. Ensemble, nous pouvions observer, planifier et protéger notre famille, en transformant chaque moment difficile en opportunité d'apprendre et de préparer le terrain pour la vérité et la justice. Alors que la journée touchait à sa fin, et que ma belle-mère repartait temporairement, je sentais que cette complicité, ce lien secret et silencieux avec mon mari, était la clé qui nous permettrait de surmonter toutes les épreuves à venir. Chaque sourire, chaque regard et chaque geste partagé renforçait notre confiance mutuelle et m'aidait à garder la tête haute, prête à affronter la prochaine visite avec force, patience et détermination. Si cela vous a choqué, likez. Et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Je lirai et répondrai à tout le monde. C'était un après-midi tranquille, enfin un moment de répit que je croyais mériter après des semaines de tension silencieuse avec ma belle-mère. Mon mari était parti chercher notre fils à l'école, et je profitais de ce calme pour ranger le salon et trier quelques papiers. L'air était doux, le soleil filtrait à travers les rideaux, mais je sentais une tension sous-jacente, comme si quelque chose d'important allait se révéler sans prévenir. Cette impression s'accrut lorsque je remarquai une légère anomalie dans le tiroir du buffet du salon, là où nous gardions habituellement les documents administratifs et familiaux. Curieuse et un peu nerveuse, je me penchai pour inspecter le tiroir. C'est alors que mon regard tomba sur une enveloppe épaisse, jaunie par le temps, portant l'inscription « Testament ». Mon cœur fit un bond. Je savais que ce document pouvait contenir des secrets de famille, des décisions sur la maison, l'héritage, et surtout, révéler la véritable nature de ma belle-mère. Une peur mêlée d'excitation monta en moi, devais-je l'ouvrir maintenant ou attendre que mon mari soit là? Mais l'impatience et la curiosité l'emportèrent. Je sortis l'enveloppe avec précaution, mes mains légèrement tremblantes. La belle-mère avait toujours eu ce don de me surprendre, et je pressentais que ce document allait bouleverser notre quotidien. J'ouvris lentement le papier, et mes yeux parcoururent les lignes.
Ce que je lus me glaça sur place, elle avait planifié depuis des années, pensant pouvoir manipuler l'héritage de manière à me tenir à l'écart de tout ce qui appartenait à notre maison. « Tu crois vraiment que tu peux hériter de cette maison sans moi ?» résonnait dans ma tête, comme si ces paroles écrites me confirmaient toutes mes craintes et nos soupçons. Chaque mot du testament était un mélange de droits, de clauses et de conditions qui semblaient favoriser uniquement ma belle-mère. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement son avidité ou son contrôle obsessionnel, mais la manière dont elle avait tenté de nous manipuler, moi et mon mari, en utilisant chaque mot comme une arme silencieuse. Je sentis une colère sourde monter en moi, mais aussi une lucidité nouvelle. Je savais exactement ce qu'elle pensait et ce qu'elle voulait obtenir. Je relus chaque phrase, chaque condition, et notai mentalement les contradictions, les intentions cachées et les failles dans son plan. C'était comme si elle avait laissé une trace invisible, un chemin que je devais suivre pour comprendre la totalité de ses manipulations. Je compris alors que tout ce temps, ses critiques, ses regards, ses insinuations et ses remarques n'avaient pas été que des attaques personnelles, mais des indices de sa stratégie pour contrôler l'héritage, par extension, notre vie familiale. À ce moment précis, je me rappelais toutes les visites précédentes, toutes les critiques, les tensions et les affrontements silencieux. Chaque moment difficile prenait enfin un sens. Les petites tensions quotidiennes, le poids constant de ses jugements et de ses remarques acerbes étaient en réalité des signes avant-coureurs de sa véritable intention. Mon mari allait être choqué, mais je savais que nous devions agir avec intelligence et prudence. Ce document était la clé pour comprendre son jeu et préparer notre revanche, subtile mais efficace. Je décidai de ne rien dire immédiatement à mon mari, sachant que la surprise et la colère de ma belle-mère seraient encore plus puissantes si nous révélions que nous avions découvert ses plans. J'avais enregistré chaque mot, chaque geste, chaque manœuvre de manipulation, et maintenant, le testament ajoutait une preuve irréfutable à nos observations. Je me sentais à la fois effrayée et puissante, effrayée par la cruauté et la duplicité de ma belle-mère, mais puissante car je détenais enfin les éléments pour rétablir l'équilibre. Pendant que je continuais à lire et relire le document, je notais les passages les plus significatifs, ceux qui contredisaient ses paroles lorsqu'elle venait nous critiquer, et ceux qui révélaient ses intentions cachées. Il y avait des clauses concernant la maison, mais aussi des phrases sur des comptes bancaires et des objets de famille. Tout était prévu pour nous exclure, pour affirmer son contrôle et sa domination sur notre vie. Chaque ligne que je découvrais faisait monter en moi un mélange de colère, d'indignation et d'excitation. Enfin, nous pouvions comprendre et préparer notre riposte. Puis, comme si le destin voulait intensifier le moment, j'entendis la porte du jardin s'ouvrir. Ma belle-mère était là, revenue plus tôt que prévu, avec ce sourire cruel que je connaissais trop bien. Elle ne savait pas que j'avais trouvé le testament, ni que j'avais tout enregistré et observé attentivement depuis des semaines. Je sentis une montée d'adrénaline. Chaque mot qu'elle prononcerait maintenant, chaque geste qu'elle ferait, allait devenir une preuve supplémentaire de ses véritables intentions. Je me cachai derrière un prétexte pour continuer à examiner le testament, notant chaque détail crucial et réfléchissant à la meilleure manière de révéler cette découverte au moment opportun. Mon mari allait devoir comprendre que ce document n'était pas seulement une formalité juridique, mais la clé de notre revanche et de notre protection contre des années de manipulation. Je sentais que nous approchions d'un tournant décisif dans cette bataille silencieuse, où la vérité allait enfin éclater, et où ma belle-mère ne pourrait plus utiliser ses paroles cruelles pour dominer notre famille. Chaque phrase du testament me donnait une force intérieure nouvelle. Je réalisais que la patience et l'observation avaient porté leurs fruits. Nous avions maintenant toutes les cartes en main pour transformer ce poids de tension et d'injustice en stratégie, pour rétablir l'équilibre et montrer à ma belle-mère que sa domination avait des limites. Et alors que je levais les yeux, entendant ses pas approcher, je compris que le moment où tout serait révélé approchait, un moment qui allait changer notre vie à jamais. Je n'oublierai jamais ce moment précis où le choc m'a submergé. La vérité contenue dans le testament avait ouvert une porte que je n'aurais jamais cru franchir un jour. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque entendre chaque pulsation dans mes oreilles. Chaque souffle devenait un rappel de l'injustice et de la manipulation que ma belle-mère avait orchestrée depuis des années. J'étais seule dans le salon, le document tremblant dans mes mains, incapable de le lâcher tant l'ampleur de la découverte me paralysait à la fois et me stimulait. La peur s'installa immédiatement, un mélange de crainte pour l'avenir et d'angoisse face à ce que pourrait devenir notre vie si nous ne réagissions pas correctement. Et si ma belle-mère apprenait que j'avais trouvé le testament? Et si elle découvrait que j'avais enregistré ses paroles, chacune de ses attaques verbales et de ses menaces silencieuses?
La perspective de ses réactions me glaçait le sang. Chaque pas que je faisais, chaque mouvement, chaque bruit dans la maison me semblait soudain trop fort, comme si les murs mêmes étaient complices de ses intentions malveillantes. Je repensais à tous ces moments où elle avait semé le doute dans nos vies, manipulant mon mari et moi avec une habileté redoutable. Chaque commentaire sarcastique, chaque regard méprisant, chaque critique subtile mais persistante prenait désormais une signification bien plus sinistre. Elle préparait le terrain pour nous priver de notre héritage, pour contrôler non seulement notre maison, mais aussi notre sérénité et notre liberté. Je réalisais que la peur que je ressentais depuis des années n'était pas une exagération de mon imagination, elle avait un plan, et nous étions au centre de ce jeu cruel. À ce moment-là, mon esprit revint sur les visites précédentes, sur les discussions silencieuses avec mon mari, sur nos regards échangés lorsque ma belle-mère prononçait une remarque blessante ou manipulatrice. Tout prenait sens maintenant, et la peur que j'avais ressentie au fil des années se transforma en un choc profond. Je comprenais enfin l'ampleur de son audace et de son machiavélisme. Mais ce choc n'était pas seulement paralysant, il éveillait également une colère sourde et déterminée en moi. Le téléphone sonna, brisant le silence pesant du salon. C'était mon mari. J'hésitais à répondre, les mains tremblantes, le testament toujours ouvert devant moi. Sa voix à l'autre bout du fil était calme, mais je pouvais deviner la tension derrière chaque mot. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Mon souffle se bloqua, et je sentis un mélange d'angoisse et de soulagement. Enfin, je pouvais partager cette découverte avec lui, mais je savais que cela devait se faire avec prudence. Nous devions anticiper chaque réaction, chaque stratégie de notre belle-mère. Alors que je parlais doucement avec lui, expliquant les grandes lignes de ce que j'avais trouvé, une peur plus intense me traversa. Et si elle décidait de nous attaquer légalement? Et si elle essayait de modifier le testament à son avantage, maintenant que nous savions ce qu'il contenait? Chaque pensée engendrait une série de scénarios terrifiants, et je réalisais que la peur n'était pas seulement émotionnelle, elle était stratégique. Nous devions réfléchir à chaque pas, anticiper chaque mouvement et rester unis. Je me remémorais aussi les conversations avec mes enfants et la manière dont ils percevaient la tension à la maison. Bien qu'ils soient jeunes, ils ressentaient cette peur comme nous, et je savais que je devais protéger leur innocence tout en me préparant à affronter ma belle-mère avec intelligence et fermeté. Leur sécurité émotionnelle dépendait de notre capacité à gérer cette situation avec sang-froid et stratégie. Le choc que je ressentais était accompagné d'une lucidité brutale. Toutes ces années, toutes ces petites tensions, n'avaient pas été insignifiantes. Elles étaient des indices, des préparations silencieuses à ce moment précis où la vérité éclatait enfin. Et maintenant, le poids de cette découverte me tombait dessus avec toute sa force, m'obligeant à réaliser que la peur n'était pas un ennemi, mais un signal, un moteur pour préparer notre revanche. Je me souviens d'un instant particulier, lorsque j'ai entendu le moteur de la voiture de ma belle-mère. Mon cœur s'est emballé, et mes mains ont crispé le testament. Elle était de retour plus tôt que prévu, et je savais que chaque mot prononcé par elle allait devoir être utilisé à notre avantage. Le choc de la découverte se mêlait maintenant à la peur imminente de ses réactions, créant un cocktail d'adrénaline et de tension que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me suis déplacée dans le salon, cherchant un endroit pour me cacher et continuer à étudier le document. Chaque mouvement de ma belle-mère devenait un détail crucial, chaque geste, chaque sourire ou froncement de sourcils, une opportunité d'observer et d'enregistrer. La peur, loin de me paralyser totalement, aiguillonnait mes sens et me préparait à agir avec intelligence et discrétion. Et puis, elle entra dans le salon, un sourire cruel aux lèvres, ignorant que je tenais entre mes mains le document qui révélait ses véritables intentions. Le choc de cette découverte, combiné à la peur imminente de ce qu'elle pouvait faire maintenant que nous savions tout, me coupa presque le souffle. Mais en même temps, je sentais une force monter en moi. Je n'étais plus seulement la cible de sa manipulation, j'étais prête à riposter, à utiliser cette peur et ce choc pour préparer la vérité à éclater au grand jour. Dans ce moment suspendu, je compris que la peur n'était pas seulement un danger, elle était une arme. Et que le choc que j'avais ressenti en découvrant le testament serait le catalyseur qui transformerait nos années de tension et de manipulation en un plan précis, une stratégie subtile et implacable pour affronter ma belle-mère et enfin rétablir l'équilibre et la justice dans notre famille. Ce soir-là, après le départ de ma belle-mère, le silence dans la maison semblait presque irréel. J'étais encore secouée par ce que j'avais découvert dans le testament, mais quelque chose, au fond de moi, avait changé. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était une sorte de lucidité glaciale, une détermination nouvelle.
Je savais que je devais agir avec prudence, mais aussi avec intelligence. Si ma belle-mère avait toujours su manipuler les gens avec ses mots, alors ce seraient ses propres mots qui la trahiraient. Je me souviens du moment exact où l'idée m'est venue. J'étais assise à la table de la cuisine, la lumière tamisée jetant des ombres sur les murs. Mon mari dormait, épuisé par les tensions accumulées. Moi, je fixais le petit dictaphone que j'utilisais parfois pour enregistrer mes listes de courses ou mes recettes. Et soudain, j'ai compris, cet objet anodin pouvait devenir mon arme la plus redoutable. Le lendemain, ma belle-mère est revenue, comme si de rien n'était, avec son sourire hypocrite et ses remarques déguisées en compliments. « Tu as encore changé la disposition du salon ?» demanda-t-elle d'un ton faussement curieux, avant d'ajouter en ricanant. « Tu veux sans doute t'approprier la maison, n'est-ce pas ?» J'ai simplement souri, calmement, pendant que mon cœur battait à tout rompre. Ce jour-là, j'avais glissé le dictaphone dans la poche de mon tablier. Le voyant rouge s'était allumé discrètement. Pour la première fois, chaque mot qu'elle prononcerait serait capté, chaque pique, chaque menace, chaque mensonge. Pendant des semaines, j'ai enregistré nos conversations. Parfois, c'était dans le salon, pendant le thé qu'elle prétendait partager, pour faire la paix. D'autres fois, c'était à la cuisine, pendant qu'elle critiquait la façon dont je coupais les légumes ou pliais les serviettes. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque phrase, chaque soupir, chaque insulte dissimulée derrière un sourire devenait une pièce de ce puzzle que je construisais patiemment. La première fois que j'ai réécouté les enregistrements, j'ai tremblé. Sa voix, résonnant dans la pièce vide, avait quelque chose de terrifiant. Elle semblait encore plus cruelle lorsqu'elle n'était plus adoucie par les regards ou les gestes. « Tu ne mérites pas mon fils. Cette maison ne t'appartiendra jamais. Un jour, tu comprendras que tu n'as rien ici. » Ces phrases, crachées avec tant de mépris, me brûlaient les oreilles. Mais en même temps, elles devenaient ma force. Petit à petit, je commençais à m'habituer à ce jeu dangereux. Je savais que la moindre erreur pouvait me trahir. Alors je jouais le rôle de la belle-fille docile, obéissante, presque naïve. Je la laissais croire qu'elle gagnait, qu'elle me dominait. Mais chaque sourire que je lui adressais cachait un micro, chaque tasse de café partagée dissimulait un enregistrement. Je notais tout dans un carnet, les dates, les heures, les sujets abordés. J'avais peur, oui, mais je sentais aussi une étrange satisfaction à chaque fois que j'ajoutais une nouvelle preuve à ma collection. C'était comme si je reprenais enfin le contrôle de ma vie, après des années à subir ces manipulations. Un jour, elle est allée trop loin. Mon mari et moi étions dans le jardin quand elle est arrivée sans prévenir, une fois de plus. Elle tenait une enveloppe blanche dans la main. « Regarde ce que ton père voulait vraiment !» a-t-elle crié en la brandissant devant nous. Puis elle s'est tournée vers moi, le regard rempli de haine. « Tu crois que tu peux tout avoir? L'argent, la maison, et mon fils? Tu n'auras rien. Je ferai en sorte que tu perdes tout. » Cette fois-là, je n'ai pas répondu. Je savais que le dictaphone dans ma poche enregistrait tout. Et j'ai ressenti, pour la première fois, non pas de la peur, mais une profonde satisfaction. Le soir, quand j'ai fait écouter l'enregistrement à mon mari, il est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Je voyais son visage se transformer, passer de l'incrédulité à la colère, puis à la tristesse. Elle a toujours été comme ça, a-t-il murmuré, la voix brisée. Il comprenait enfin ce que j'avais enduré pendant toutes ces années. Et pour la première fois, je n'étais plus seule. Les jours suivants, nous avons continué à accumuler des preuves. J'ai enregistré ses menaces au téléphone, ses mensonges auprès des voisins, et même les conversations où elle essayait de retourner mon mari contre moi. Chaque fichier audio devenait une arme silencieuse, prête à exploser au moment opportun. Mais il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Non, c'était une question de justice, de dignité. J'avais besoin que la vérité éclate, que chacun entende ce que cette femme disait réellement lorsqu'elle croyait que personne ne l'écoutait. Je me souviens d'une nuit où je n'ai pas dormi. J'étais seule dans la cuisine, écoutant encore et encore sa voix sur le dictaphone. Elle riait, elle mentait, elle insultait. Et plus je l'entendais, plus je comprenais que ce n'était pas seulement une belle-mère manipulatrice, c'était une femme brisée par la jalousie, incapable d'aimer autrement qu'en détruisant les autres. Ce constat m'a bouleversée, mais il a aussi renforcé ma résolution. Je savais que le moment de vérité approchait. Bientôt, elle apprendrait que toutes ses paroles, toutes ses humiliations, étaient conservées, prêtes à être révélées. Et le jour où elle comprendrait cela, elle réaliserait qu'elle s'était condamnée elle-même.
Il y a des alliances qui naissent dans le silence, sans promesse, sans mots, seulement avec des regards. La mienne, je ne l'avais pas cherchée. Elle est venue à moi au moment où j'en avais le plus besoin. Cette complicité inattendue venait de ma belle-fille, Élise, la fille de mon mari issue de son premier mariage. Pendant longtemps, j'avais cru qu'elle me jugeait, comme le faisait sa grand-mère. Je pensais qu'elle voyait en moi une intruse, une femme qui avait pris la place de sa mère dans la maison. Mais j'avais tort. Tout a commencé un dimanche après-midi, après un déjeuner de famille qui s'était encore terminé dans la tension. Ma belle-mère avait passé son temps à critiquer la façon dont j'avais cuisiné. Devant tout le monde, elle avait lancé, avec son ton mielleux. « Oh, tu as mis trop de sel dans la sauce, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas tout réussir, n'est-ce pas ?» La table entière s'était figée. Mon mari avait baissé les yeux, gêné. Moi, j'avais simplement souri, par habitude. Mais à ce moment-là, j'ai vu Élise me regarder, non pas avec moquerie, mais avec quelque chose de différent, de la compassion. Un regard discret, mais sincère. Plus tard, alors que je rangeais la vaisselle, elle est venue m'aider. D'habitude, elle ne restait jamais après le repas. Ce jour-là, pourtant, elle a pris un torchon et a commencé à essuyer les assiettes en silence. Puis, doucement, elle m'a dit « Mamie est vraiment dure avec toi. » Je me suis figée. Jamais personne dans cette famille n'avait osé le dire à voix haute. « Tu sais, » ai-je répondu prudemment, « elle est comme ça avec tout le monde. » Mais Élise a secoué la tête. « Non, pas avec tout le monde. Juste avec toi. Parce qu'elle a peur que tu prennes sa place. » Ces mots m'ont frappé en plein cœur. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, pas à cause de la douleur, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un voyait vraiment ce que je vivais. Ce n'était pas seulement de la jalousie ou des critiques, c'était une guerre silencieuse. À partir de ce jour, Élise a commencé à passer plus de temps avec moi. Elle venait prendre le café, m'aidait à jardiner, ou m'accompagnait faire des courses. Nos conversations étaient simples au début, presque superficielles. Mais petit à petit, elle a ouvert son cœur. Elle m'a raconté que, depuis qu'elle était petite, sa grand-mère essayait de contrôler tout le monde. Elle lui avait souvent dit « Les femmes qui entrent dans cette maison ne restent jamais. Elles ne sont pas dignes de notre nom. » Élise avait grandi dans cette atmosphère de peur et de domination. Elle connaissait donc cette facette de sa grand-mère mieux que quiconque. Un après-midi, alors que nous étions seuls, je lui ai révélé une partie de mon secret. Je lui ai parlé des enregistrements. Pas en détail, pas tout de suite, mais juste assez pour qu'elle comprenne que j'avais commencé à rassembler des preuves. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux grands ouverts, entre la surprise et l'admiration. « Tu fais bien, » m'a-t-elle dit. « Personne ne te croirait sinon. » Puis, après une pause, elle a ajouté d'une voix plus basse. « Si tu veux, je peux t'aider. » Je ne savais pas quoi répondre. J'avais peur qu'elle se mette en danger, qu'elle devienne une cible de plus. Mais sa détermination était claire. Elle avait vu, enfant, ce que cette femme pouvait faire. Et maintenant qu'elle était adulte, elle voulait mettre fin à ce cycle. Dès lors, notre complicité est devenue notre plus grand secret. Ensemble, nous avons mis en place une sorte de stratégie discrète. Elle me prévenait à chaque fois que sa grand-mère prévoyait de venir à la maison ou lorsqu'elle parlait de moi avec d'autres membres de la famille. Parfois, elle réussissait à glisser son téléphone sur la table pendant leur conversation, enregistrant des bribes de dialogue qui révélaient la vraie nature de cette femme. Un jour, Élise m'a montré un message qu'elle avait reçu de sa grand-mère. « Fais attention à cette femme. Elle te manipule. Tu es jeune, tu ne vois pas clair. » En lisant cela, j'ai senti une boule dans ma gorge. Ma belle-mère n'avait pas de limite. Elle essayait de retourner sa propre petite fille contre moi. « Tu vois » a murmuré Élise. « Elle ne supporte pas que quelqu'un t'apprécie. » Cette phrase m'a glacée. Je comprenais maintenant que, pour ma belle-mère, l'amour, la bienveillance ou même la paix étaient des menaces. Plus le temps passait, plus notre lien se renforçait. Élise me confiait des souvenirs d'enfance, des moments où sa grand-mère l'avait humiliée pour de petites erreurs. Elle voulait tout contrôler, disait-elle souvent. Même la manière dont je riais ou dont je parlais à papa. Je la regardais, émue. Cette jeune femme portait en elle les cicatrices du même poison que celui qui m'étouffait depuis des années. Un soir, alors que mon mari était sorti, Élise est venue dîner à la maison. Nous avons parlé longtemps, comme deux complices. Je lui ai enfin fait écouter un des enregistrements. La voix de sa grand-mère résonnait dans la pièce, froide, tranchante,
venimeuse. Tu crois que ton sourire peut tromper quelqu'un? Un jour, tout ce que tu as s'effondrera. Et ce sera bien mérité. Quand l'audio s'est terminé, Élise avait les larmes aux yeux. C'est pire que ce que je pensais, a-t-elle murmuré. Elle te hait vraiment. Je lui ai serré la main. À ce moment précis, nous n'étions plus belle-mère et belle-fille. Nous étions deux femmes unies contre une même injustice, deux survivantes d'un même monstre. Dans les semaines qui ont suivi, Élise est devenue ma plus précieuse alliée. Elle m'aidait à trier les enregistrements, à les classer, à repérer les passages les plus accablants. C'était comme une enquête secrète menée dans le dos de celle qui avait toujours cru tout contrôler. Un soir d'hiver, alors que la maison dormait, nous étions assises dans le salon, entourées de papiers, d'enregistrements et de carnets. « Tu crois que tu vas vraiment la faire tomber ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Non, ce n'est pas la faire tomber que je veux. Je veux juste qu'elle voie ce qu'elle est devenue. Qu'elle entende ses propres mots. » Élise a hoché la tête. Elle comprenait. À travers cette complicité, quelque chose de beau était né au milieu du chaos. Une forme d'amour sincère, de respect mutuel. Moi, la femme qu'elle avait autrefois observée avec distance, j'étais devenue une confidente, presque une amie. Et elle, cette jeune femme blessée par des années de domination, trouvait enfin le courage d'affronter la vérité. Mais nous savions toutes les deux que ce que nous faisions était dangereux. Ma belle-mère n'était pas stupide. Elle sentait que quelque chose changeait, que son emprise sur la famille s'affaiblissait. Ses visites devenaient plus tendues, ses remarques plus tranchantes. Et, un jour, elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Tu crois vraiment que tu peux me piéger? Je vois tout, j'entends tout. » J'ai souri pour cacher ma peur, mais en moi, je savais qu'elle était proche de découvrir la vérité. Et c'est là, au cœur de cette tension insupportable, que notre lien avec Élise est devenu une question de survie. Nous devions aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Car désormais, nous n'étions plus seulement deux femmes cherchant la paix, nous étions deux témoins prêts à dévoiler la vérité. Si cela vous a choqué, likez. Et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Je lirai et répondrai à tout le monde. Après des mois à accumuler des preuves, à encaisser les humiliations et à tisser une complicité silencieuse avec mon mari et Élise, il est venu le moment de transformer notre rage contenue en une stratégie claire. Je n'aimais pas le mot « vengeance » au sens violent du terme. Pour moi, c'était plutôt une quête de justice, de réparation. Mais je savais aussi que pour faire tomber la façade de ma belle-mère, il fallait un plan précis, méthodique, presque militaire. Et c'est moi qui allais l'orchestrer, en gardant toujours à l'esprit la protection de ma famille et l'intégrité morale de mes actes. Tout commença un soir d'octobre, alors que la maison était plongée dans la pénombre et que la pluie tambourinait doucement contre les carreaux. Mon mari était parti chercher notre fils chez un ami et Élise était venue comme convenu. Nous nous sommes installés dans le bureau, une petite pièce au fond du couloir, éclairée par une lampe chaude. Sur la table, le dictaphone, une clé USB contenant les fichiers, le testament photocopié, mon carnet où j'avais noté dates, heures et citations, et une enveloppe contenant des copies des relevés bancaires qui liaient certains paiements à des manœuvres de ma belle-mère. J'ai posé tout cela devant nous et j'ai pris une grande inspiration. Nous devons faire les choses proprement, dis-je, la voix ferme mais basse. Si nous voulons que la famille, le notaire, voire la justice, nous prennent au sérieux, il faut que chaque preuve soit irréfutable. Mon mari acquiesça, les poings serrés sur la table. Élise posa sa main sur la mienne, comme pour sceller le pacte silencieux que nous avions déjà formé. Nous avons établi une feuille de route en 5 étapes, numérotée, signée par nous trois en guise de promesse. Rassembler et sauvegarder toutes les preuves. Les classer chronologiquement avec date et témoins. Consulter un avocat spécialisé en droit de la famille pour connaître nos options légales. Révéler la vérité dans un cadre contrôlé, pas sur les réseaux, pas pour blesser gratuitement, mais devant des proches ou autorités compétentes. Protéger la famille émotionnellement et légalement après la révélation. Je n'avais pas l'intention d'agir seule. La complicité de mon mari et d'Élise était indispensable, et nous savions que nous aurions peut-être besoin d'un tiers neutre, un notaire, un avocat, un conseiller familial. Nous avons pris rendez-vous avec Maître Laurent, un avocat dont la réputation dans notre ville, Valence, était solide. Il avait aidé des familles à démêler des conflits d'héritage et savait comment présenter des preuves audio et écrites devant un tribunal si nécessaire. J'ai appelé son cabinet le lendemain matin. Le rendez-vous était pris pour le mercredi suivant, à 14h30.
Entre-temps, chaque preuve a été dupliquée, cryptée et stockée dans 3 endroits différents, une clé USB cachée chez une amie de confiance, un dossier papier enfermé dans le coffre-fort de notre banque, numéro de coffre 237, une formalité que j'ai notée pour m'en souvenir, et des copies numériques sauvegardées sur un disque dur externe que j'ai caché dans le grenier, sous une vieille malle remplie de photographies. La paranoïa m'était devenue utile, mieux vaut trop de prudence que pas assez. Nous avions aussi besoin de témoins. Élise a parlé avec 2 voisins, Madame Dubois et Monsieur Perrin, qui avaient entendu certaines remarques de la belle-mère lors de réceptions de quartier. Ils ont accepté d'attester, par écrit, des comportements qu'ils avaient observés les 12 juin et 4 septembre, dates précises consignées dans mon carnet. Mon mari a pris soin de rassembler des SMS et des emails où la belle-mère cherchait à manipuler des membres de la famille ou faisait des allusions au testament. Tous ces éléments formaient un maillage solide, mots enregistrés, écrits, témoins oculaires, documents officiels. La phase suivante fut délicate, comment révéler la vérité sans que cela ne tourne à l'éclat public destructeur. Nous avons longuement débattu. Faire une scène devant toute la famille lors d'un repas? Enregistrer une vidéo et la poster? Appeler directement la police? Finalement, nous avons opté pour la voie la plus froide et la plus contrôlée, convoquer les parties prenantes chez le notaire, avec notre avocat, et présenter calmement les preuves. L'objectif n'était pas de faire tomber la belle-mère pour la détruire, mais d'obtenir la reconnaissance officielle de ses manœuvres, de la pousser à reconsidérer ses actes, et si nécessaire, de demander au tribunal la mise à jour du testament ou la protection de nos droits. Entre-temps, j'ai travaillé ma posture. J'ai appris à parler sans haine. La haine corrompt et brouille le message. La méthode exigeait clarté, sang-froid et dignité. J'ai répété mes phrases devant le miroir, noté le ton, la respiration, la manière de présenter une preuve. Nous voulons résoudre cela dans la dignité, me suis-je dit. Nous voulons que la vérité soit entendue. Nous avons aussi préparé un plan B, préparé, au cas où. Si la belle-mère réagissait violemment, menaçait ou tentait de détruire des preuves, nous avions des témoins prêts à parler, et nous avions informé discrètement un ami policier, Marc, qui accepta de venir si la situation dégénérait. Nous ne voulions pas l'utiliser comme levier, mais sa simple présence, si nécessaire, pouvait stabiliser la situation. La stratégie incluait aussi une étape humanitaire, proposer une médiation familiale avant toute action judiciaire. Nous savions que certains membres de la famille, notamment la sœur de mon mari, Isabelle, pourraient vouloir ménager la mère. La médiation, menée par un professionnel, permettrait d'exposer les faits, calmer les émotions, et d'offrir une porte de sortie honorable à ma belle-mère, si elle acceptait de reconnaître ses erreurs. Nous n'étions pas des monstres assoiffés de vengeance, nous voulions simplement que justice soit faite, et que chacun puisse se reconstruire. Les jours précédant le rendez-vous chez l'avocat, j'ai continué à accumuler des détails. Un reçu bancaire montrant un paiement suspect de 10 000 € en faveur d'un notaire inconnu, une lettre papier avec des annotations menaçantes, la copie d'un courrier où elle faisait pression sur un cousin pour qu'il témoigne en sa faveur. J'ai passé des nuits blanches à classer, à numéroter, à vérifier. Chaque page recevait un numéro, une date, un code. Ma table était devenue un tableau d'enquête, post-it colorés, lignes reliant les éléments, croquis temporels. C'était devenu ma mission. Le jour du rendez-vous avec Maître Laurent, j'ai senti mon estomac se serrer. J'avais l'impression d'aller au front, mais avec des dossiers et non des armes. L'avocat nous a écoutés avec une attention professionnelle, a émis des avis précis. La valeur des enregistrements dépendrait de leur authenticité et de la manière dont ils avaient été obtenus. Les témoins écrits renforceraient notre dossier, et la médiation pouvait être obligatoire dans certains départements avant une procédure judiciaire. Il a préparé un courrier recommandé, a envoyé à la belle-mère, l'informant de notre intention de discuter des éléments en sa présence, en fixant une date et une heure, une convocation formelle, documentée, qui marquerait notre sérieux. Nous avons alors fixé la rencontre, le 18 novembre à 16 h, chez Maître Laurent. J'ai noté la date en caractères gras dans mon carnet, comme pour marquer le tournant. La suite dépendrait de la réaction de ma belle-mère. Nous étions prêts à écouter, prêts à négocier, mais aussi prêts à agir légalement si elle persistait dans ses manœuvres. Enfin, au-delà de la stratégie légale, il y avait l'aspect personnel. Je me préparais mentalement à affronter la femme qui m'avait blessé tant d'années. Je savais que j'allais ressentir de la colère, de la honte, de la tristesse, mais aussi une étrange paix. Je faisais ce qui était juste pour ma famille. J'ai passé du temps avec mes enfants, leur expliquant,
à ma façon, que parfois la famille doit faire face à des vérités difficiles, et qu'on avançait tous ensemble. Leur sécurité émotionnelle restait ma priorité. La planification de la vengeance, ou plutôt, de la justice m'avait transformée. J'étais passée de la victime impuissante à l'architecte sereine d'un plan réfléchi. Chaque détail, chaque témoin, chaque document était désormais un pilier sur lequel je pouvais m'appuyer. Et lorsque le 18 novembre arriverait, je savais que la vérité, bien présentée, bien argumentée, aurait plus de pouvoir que toutes les méchancetés accumulées. Je n'étais plus seule, j'avais des alliés, des preuves, et surtout, la certitude que l'on pouvait réparer un tort par la raison plutôt que par la haine. Le matin des funérailles, le ciel semblait partager notre douleur. Il pleuvait à verse, une pluie fine, constante, presque silencieuse, qui rendait tout plus lourd, plus grave. La maison était plongée dans un silence que même les gouttes d'eau n'arrivaient pas à rompre. Je regardais mon reflet dans le miroir en ajustant ma robe noire. Mon visage paraissait plus vieux, plus fatigué, marqué par les nuits blanches, les pleurs et les souvenirs qui s'entrechoquaient. Ce jour-là, j'avais l'impression que tout allait se décider, que le fil de notre histoire familiale allait se nouer ou se rompre pour de bon. Ma belle-mère, cette femme qui avait tant bouleversé nos vies, n'était plus là. Son départ, bien que tragique, n'était pas un simple événement, c'était un séisme émotionnel, un moment de bascule. Elle avait quitté ce monde brutalement, victime d'un malaise cardiaque quelques semaines seulement après notre confrontation chez le notaire. Ce jour-là, devant les preuves, les enregistrements et les témoignages, elle s'était figée, blême, choquée, incapable de prononcer un mot. Elle avait quitté la pièce en silence, le regard vide, et depuis, tout avait changé. Pendant des jours, elle ne nous avait pas contactés. Pas un mot, pas un message. Certains disaient qu'elle avait sombré dans une grande tristesse, d'autres qu'elle refusait simplement d'affronter la vérité. Puis, un matin, un appel du médecin de famille nous avait informés de la nouvelle. Madame Morel est décédée cette nuit dans son sommeil. Je m'étais assise, incapable de parler. Mon mari, lui, avait simplement fermé les yeux, une larme unique coulant sur sa joue. Ce n'était pas une larme de haine ni de soulagement, mais un mélange douloureux de chagrin, de culpabilité et de fatigue. Malgré tout ce qu'elle avait fait, c'était sa mère. Et aujourd'hui, nous allions lui dire adieu. L'église du village était pleine. Les bancs de bois craquaient sous le poids des proches, des amis, des voisins. Chacun portait un air grave, certains pleuraient en silence, d'autres chuchotaient, rappelant les bons souvenirs d'autrefois. L'odeur de l'encens flottait dans l'air, mêlée à celle des lys blancs qui entouraient le cercueil. Ce cercueil, je le regardais fixement, sans parvenir à détourner les yeux. Il symbolisait tant de choses à la fois, la fin d'un conflit, mais aussi la fin d'une possibilité de réconciliation. Élise était là aussi, debout à quelques mètres de moi, vêtue de noir, les yeux rougis mais le regard calme. Nos échanges furent silencieux, un simple signe de tête, une compréhension mutuelle. Elle, la belle-fille rejetée pendant des années, avait trouvé la force de venir. Son geste m'avait ému profondément. C'était comme si, malgré tout, elle refusait de céder à la rancune. Mon mari, quant à lui, tenait la main de notre fils. Il n'avait presque pas parlé depuis le décès. Son regard perdu trahissait une tempête intérieure. Il oscillait entre l'amour filial et la conscience de tout ce qui s'était passé. Je savais qu'en lui se jouait un combat, celui de l'homme blessé par sa mère et celui du fils endeuillé par sa perte. Quand le prêtre commença la cérémonie, sa voix grave résonna dans l'église. La mort nous rappelle la fragilité de la vie, mais elle nous invite aussi au pardon. Ces mots me frappèrent en plein cœur. Le pardon. Ce mot revenait souvent depuis quelques jours. Pouvais-je vraiment pardonner? Après tout ce qu'elle m'avait fait subir? Après les humiliations, les mensonges, la manipulation du testament, les mots cruels qu'elle avait laissés derrière elle? Mais en même temps, je savais qu'elle n'était pas qu'un monstre. Elle était aussi une femme brisée, prisonnière de ses blessures, de sa jalousie, de ses regrets. Peut-être qu'au fond, tout ce qu'elle voulait, c'était garder son fils près d'elle, ne pas être remplacé, ne pas être oublié. Le prêtre invita chacun à venir déposer une rose sur le cercueil. Mon tour arriva. Mes jambes tremblaient légèrement, mais je m'avançai. Je sentis le regard des gens sur moi, certains attendaient un geste de colère, d'autres de réconciliation. J'ai posé ma rose blanche sur le bois poli, j'ai fermé les yeux, et j'ai murmuré. Que tu trouves enfin la paix que tu n'as jamais trouvée ici. En prononçant ces mots, j'ai senti un poids quitter mes épaules.
Ce n'était pas un pardon total. Pas encore, mais un premier pas vers la libération. Après la cérémonie, la famille s'est réunie dans la maison où tout avait commencé. La grande maison de campagne, héritée de ses parents, celle où nous avions célébré notre mariage, puis où tant de disputes avaient éclaté. Tout semblait figé dans le temps. Les portraits, les rideaux, les meubles, tout respirait encore sa présence. Les conversations étaient prudentes. Certains évoquaient des souvenirs heureux, d'autres restaient silencieux. À un moment, le notaire, Maître Laurent, prit la parole. Il avait apporté le dossier du testament mis à jour, celui qu'elle avait finalement signé peu après notre confrontation. Madame Morel a souhaité rétablir l'équité, dit-il d'un ton posé. Elle a corrigé les irrégularités du précédent document. Un murmure parcourut la pièce. Mon mari me regarda, incrédule. Vous voulez dire qu'elle? Oui, répondit le notaire calmement. Elle a reconnu ses torts. Ce document a été signé en ma présence. Elle a tout rétabli à parts égales, et elle a ajouté une clause particulière, que sa famille apprenne à se reconstruire sans haine. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. C'était comme si, avant de mourir, elle avait voulu réparer, à sa manière, tout ce qu'elle avait brisé. Peut-être que cette prise de conscience l'avait conduite à la paix intérieure, ou peut-être que ce fut trop lourd pour son cœur fatigué. Quoi qu'il en soit, son dernier geste avait tout changé. Élise s'approcha de moi, lentement. Elle t'a entendu. Tu sais, me dit-elle doucement. Je hochai la tête sans pouvoir répondre. Oui, peut-être qu'elle m'avait entendu. Ce jour-là, quand je lui avais dit, les larmes aux yeux, que je voulais juste vivre en paix, que je ne voulais plus de guerre dans cette famille. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Le vide laissé par sa mort se mêlait à une sorte de sérénité nouvelle. Mon mari et moi avons recommencé à parler de l'avenir, sans peur. Nous avons emménagé dans une autre maison, plus petite, plus simple, mais pleine de lumière. Les enfants riaient de nouveau, Élise venait dîner parfois, et pour la première fois depuis longtemps, nous pouvions évoquer le passé sans colère. Je repensais souvent à cette journée pluvieuse, à ce cercueil recouvert de roses blanches. Ce jour-là avait été un tournant, non pas parce qu'il mettait fin à une vie, mais parce qu'il marquait la renaissance de la nôtre. Les funérailles avaient été le point de rupture entre la douleur et la guérison. Et quelque part, je crois que c'est ce que ma belle-mère avait voulu. Finalement, qu'on apprenne à vivre sans elle, mais surtout, sans la haine. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Parfois, la paix ne vient pas de la victoire, mais de l'acceptation. Et même ceux qui nous ont blessés peuvent, à la fin, nous offrir une dernière leçon d'humanité. La nuit était tombée depuis longtemps, et pourtant, la maison semblait encore vibrer d'une tension invisible. L'air était lourd, chargé d'émotions contenues. Je me souviens encore du bruit du vent contre les volets, du tic-tac incessant de l'horloge dans le salon, et du battement de mon propre cœur qui résonnait dans ma poitrine comme un tambour. Ce soir-là, je savais que tout allait basculer. La confrontation que j'avais tant redoutée, mais aussi tant attendue, était enfin arrivée. Depuis des semaines, la situation s'était détériorée. Ma belle-mère, après avoir découvert que j'avais osé fouiller dans ses affaires et mis la main sur le testament, était entrée dans une colère froide, une de celles qui ne se traduisent pas par des cris, mais par des silences tranchants et des regards glacés. Elle n'avait plus besoin de mots pour me faire comprendre qu'elle me détestait. Son mépris transparaissait dans chaque geste, dans chaque respiration. Elle me faisait sentir comme une intruse dans ma propre maison. Mais moi, j'avais changé. J'avais cessé d'avoir peur. J'avais appris à observer, à écouter, à comprendre. Et surtout, j'avais des preuves. Les enregistrements secrets que j'avais gardés précieusement sur une clé USB contenaient tout, ces paroles cruelles, ces aveux involontaires, les humiliations qu'elle m'avait infligées, les manipulations qu'elle avait orchestrées pour diviser notre famille. C'était mon arme silencieuse, ma vengeance discrète. Ce soir-là, j'avais tout préparé. Mon mari était au travail, les enfants dormaient à l'étage. J'avais invité ma belle-mère à venir discuter, sous prétexte de vouloir mettre fin à nos malentendus. Elle était arrivée vêtue de son éternel tailleur beige, ses cheveux impeccablement relevés, son parfum de lavande précédant chacun de ses pas. Elle s'était assise dans le grand fauteuil, celui qu'elle considérait encore comme le sien, et m'avait regardé avec cet air de supériorité tranquille. « Alors, ma chère, tu voulais me parler ?» avait-elle dit d'un ton faussement aimable, en croisant les jambes. J'ai pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix, elle, restait calme. « Oui.
Je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. Elle a esquissé un sourire ironique. Ah, enfin. Tu vas reconnaître que tu as eu tort? Que tu as fouillé où tu n'aurais jamais dû? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Justament. Je vais te montrer pourquoi j'ai eu raison. Je me suis levée, j'ai sorti la clé USB de ma poche, et je l'ai branchée sur le lecteur branché à la télévision du salon. En quelques secondes, sa voix a résonné dans la pièce. Tu crois vraiment qu'elle mérite cette maison? Mon fils aurait mieux fait d'épouser quelqu'un d'autre. Elle ne pense qu'à l'héritage. Ma belle-mère a pâli instantanément. Son sourire a disparu. Ses mains, auparavant si assurées, se sont crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle balbutié. Ta vérité, ai-je répondu calmement. J'ai fait défiler les enregistrements un à un. Chaque mot, chaque ton méprisant, chaque manipulation. Tout y était. Elle, critiquant mon mariage, essayant de convaincre mon mari que j'étais intéressée par l'argent, allant jusqu'à falsifier des documents pour réécrire le testament en sa faveur. Les preuves étaient irréfutables. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Elle me fixait, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. Son masque venait de tomber. « Tu m'espionnais » dit-elle finalement, d'une voix tremblante. « Non. Je me guys. » Une larme glissa sur sa joue. Peut-être de honte, ou peut-être de rage. « Tu ne comprends rien. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger mon fils. Il ne voit pas clair avec toi. Tu l'as ensorcelé avec ta douceur, mais moi, je sais qui tu es vraiment. » Je sentis une colère monter en moi, une colère ancienne, celle que j'avais contenue pendant des années. Et toi, tu crois que la méchanceté, c'est de l'amour? Que manipuler ton propre fils, c'est le protéger. Regarde-toi. Tu l'as poussé à choisir entre sa femme et sa mère. Tu as détruit ce qu'il avait de plus précieux, la paix. Elle s'est levée brusquement, renversant la tasse de thé que j'avais posée devant elle. Tu crois que tu vas gagner? Que je vais te laisser tout prendre? Cette maison, cette famille, cet héritage? Jamais. Je me suis avancée vers elle, calmement, sans scier. Ce n'est pas à toi de décider. Elle a reculé d'un pas, puis deux. Ses mains tremblaient. Elle ne me reconnaissait plus. J'étais celle qu'elle avait toujours sous-estimée, celle qu'elle pensait pouvoir écraser. Mais ce soir-là, elle voyait enfin la femme que j'étais devenue. « Je vais tout raconter à ton mari » cria-t-elle, la voix déformée par la panique. « Vas-y » ai-je répondu d'un ton posé. Mais il a déjà entendu tout ça. C'est lui qui m'a aidé à enregistrer. Elle resta figée, incapable de parler. C'était comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Son regard passa de la colère à la peur, puis à une forme d'incompréhension totale. « Il t'a aidé » murmura-t-elle. « Oui. Parce qu'il en avait assez de tes mensonges. Parce qu'il t'aime, mais il ne peut plus supporter ton venin. » Elle s'effondra dans le fauteuil, la tête entre les mains. Le silence revint, plus lourd encore. Puis, d'une voix brisée, elle dit « J'ai tout perdu. » Je n'ai rien répondu. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de pitié. Mais elle s'est vite dissipée. Car derrière cette femme brisée, il y avait des années de douleur, d'humiliation et de peur. Et je ne pouvais pas oublier. Je me suis dirigée vers la porte, je l'ai ouverte et j'ai dit calmement « Il est temps que tu partes. Cette maison n'est plus la tienne. » Elle m'a regardé une dernière fois, les yeux pleins de larmes et de haine mêlée. Puis elle s'est levée lentement, a pris son sac, et sans un mot, elle est sortie. La porte s'est refermée derrière elle dans un bruit sourd. Un bruit simple, mais qui marquait la fin d'un chapitre entier de ma vie. J'ai pris une grande inspiration. La maison semblait soudain plus légère, comme si l'air circulait de nouveau librement. Quand mon mari est rentré plus tard dans la soirée, je l'attendais dans le salon. Il m'a regardé sans parler. Il avait compris. « Elle est partie » demanda-t-il simplement. « Oui. Et cette fois, pour de bon. » Il s'est approché, m'a pris la main, et a murmuré. « Tu as été plus forte que je ne l'aurais cru. » Je n'ai rien répondu. À cet instant, je n'avais plus besoin de mots. Je savais que tout ce que nous avions traversé venait de trouver son point culminant. La confrontation n'avait pas été une explosion de haine, mais une libération, une vérité enfin mise à nu. Ce soir-là, en me couchant, j'ai entendu pour la première fois depuis longtemps un silence apaisant. Pas celui de la peur, mais celui de la paix retrouvée.
Et même si une partie de moi tremblait encore, je savais que j'avais repris le contrôle de ma vie. J'avais mis fin au pouvoir de ma belle-mère avec ses propres paroles cruelles. Mais au fond de moi, une question restait suspendue, comme une ombre derrière la lumière. Jusqu'où peut aller une mère quand elle croit protéger son fils? Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette confrontation n'était peut-être pas la fin, mais le début d'une autre vérité, encore plus dérangeante. Lorsque la vérité éclata enfin au grand jour, ce fut comme une déflagration dans la maison. On aurait dit qu'une bombe émotionnelle venait d'exploser au milieu du salon, projetant des éclats de colère, de honte et d'incompréhension dans toutes les directions. La confrontation entre moi, mon mari et sa mère venait à peine de se terminer, et pourtant, le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les insultes prononcées. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge, comme si chaque seconde jugeait les uns et les autres. Ma belle-mère, figée, le regard vide, semblait ne plus comprendre ce qui se passait. Elle, la femme fière, autoritaire, sûre d'elle, venait d'être mise à nu devant toute la famille. Les enregistrements de ses paroles cruelles, ce qu'elle pensait secret, venaient d'être entendus par tous. Ses manipulations, ses mensonges, sa façon de diviser, de humilier, tout était là, exposé. Il n'y avait plus de masque, plus d'échappatoire. Mon mari, quant à lui, était dévasté. Il avait toujours eu une admiration presque sacrée pour sa mère, une fidélité sans faille, un amour teinté de reconnaissance pour tout ce qu'elle avait fait pour lui dans son enfance. Mais à cet instant, il ne voyait plus la femme qu'il avait élevée. Il voyait une étrangère. Ses mains tremblaient. Il essayait de parler, mais aucun mot ne sortait. Je voyais dans ses yeux une guerre intérieure, entre la loyauté d'un fils et la trahison qu'il venait de découvrir. Puis, sa sœur Élodie intervint la première. D'une voix brisée, elle murmura. « Maman, comment as-tu pu ?» Ces mots, simples mais chargés d'une douleur sincère, brisèrent le peu de dignité qu'il restait à ma belle-mère. Elle tenta de se justifier, de plaider qu'elle avait agi par amour, qu'elle voulait protéger son fils. Mais plus elle parlait, plus elle s'enfonçait dans ses contradictions. Élodie éclata alors en sanglots, répétant sans cesse. « Tu nous as détruits. Tu as détruit notre famille. » Le père, assis dans un coin, silencieux depuis le début, leva enfin la tête. Il avait toujours été un homme réservé, préférant éviter les conflits. Mais ce jour-là, son regard froid et tranchant surprit tout le monde. « Je t'ai regardé faire pendant des années, dit-il calmement. J'ai fermé les yeux, je me suis dit que tu savais ce que tu faisais. Mais là, ce que j'ai entendu, c'est impardonnable. » Ma belle-mère détourna les yeux, incapable de soutenir ce regard. Je restai immobile, observant cette scène avec un mélange d'émotion et de tristesse. Ce n'était pas la victoire que j'avais imaginée. Oui, la vérité éclatait enfin, mais elle laissait derrière elle des ruines. Une famille divisée, des cœurs brisés. Je sentais la colère s'éteindre en moi, remplacée par une étrange mélancolie. Mon mari prit alors une grande inspiration. Il s'approcha de sa mère, les larmes aux yeux. « Pourquoi, maman? Pourquoi as-tu dit toutes ces choses sur elle? Pourquoi tu as voulu la faire partir? Elle ne t'a jamais fait de mal. Parce qu'elle t'a volé, » cria soudain sa mère, la voix rauque. « Elle t'a pris à moi. Toi, mon fils, tu étais ma seule raison de vivre. » Ce cri résonna dans toute la maison, un cri de désespoir, presque animal. Et soudain, tout le monde comprit. Ce n'était plus seulement une histoire de jalousie ou de pouvoir. C'était une histoire de peur. Peur de perdre le contrôle. Peur d'être oubliée. Peur de vieillir seule. Mais le mal était fait. Élodie s'éloigna, incapable de supporter davantage la scène. Le père, quant à lui, resta immobile, les bras croisés, comme s'il regardait l'effondrement d'un monde qu'il avait lui-même contribué à bâtir. Puis, mon mari se retourna vers moi. Son regard cherchait le mien. Il semblait perdu, mais aussi reconnaissant. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je n'ai pas voulu te faire vivre tout ça. » Je lui pris la main. « Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as fait que croire en celle que tu aimais le plus. » Pendant plusieurs jours après cet événement, la maison resta plongée dans un silence presque religieux. Plus de rires, plus de conversations. Chacun vivait sa douleur à sa manière. Ma belle-mère, elle, s'enferma dans sa chambre. On ne l'entendait plus. Elle refusait de manger, de parler. C'était comme si toute son énergie s'était éteinte d'un coup. Mon mari essayait de reprendre le fil de la vie quotidienne, mais il n'était plus le même. Quelque chose en lui s'était brisé, cette confiance absolue,
cette admiration aveugle qu'il avait pour sa mère. Et moi, je le regardais avec tendresse, comprenant qu'il lui faudrait du temps, beaucoup de temps, pour guérir. Un soir, alors que je rangeais la table, Élodie est venue me voir. Ses yeux étaient encore gonflés de larmes. Je voulais te dire, merci. Sans toi, on n'aurait jamais su la vérité. Même si ça fait mal, c'était nécessaire. Je lui souris doucement. La vérité fait toujours mal au début, mais c'est la seule chose qui peut vraiment libérer. Elle hocha la tête, puis me prit dans ses bras. Ce fut la première fois qu'elle me serra ainsi, sincèrement. C'était comme si, pour la première fois, elle me voyait non pas comme la belle-fille, mais comme une alliée. Pendant ce temps, la rumeur de ce qui s'était passé se répandait doucement parmi les autres membres de la famille. Certains prirent ma défense, comprenant enfin ce que j'avais enduré en silence pendant des années. D'autres, plus attachés à l'image de la mère parfaite, refusèrent d'y croire, accusant même mon mari d'ingratitude. Mais nous savions, au fond, que la vérité avait trouvé son chemin. Et dans ce chaos familial, un nouvel équilibre commençait à naître. Lentement, douloureusement, mais sûrement. Le matin de son départ, la maison semblait différente. L'air était plus lourd, chargé de souvenirs, de rancune, mais aussi d'un étrange soulagement qui flottait dans chaque recoin. Depuis la terrible confrontation, les jours s'étaient enchaînés dans une atmosphère glaciale. Personne ne parlait vraiment. Les repas se passaient dans un silence pesant, interrompu seulement par le cliquetis des couverts. Même le chat, d'habitude si curieux, se cachait sous les meubles, comme s'il ressentait la tension ambiante. Ma belle-mère ne sortait plus de sa chambre. On entendait parfois le plancher craquer sous ses pas hésitants, ou le bruit feutré de ses sanglots étouffés. Elle avait perdu cette prestance qu'elle portait comme une armure. Sa voix, autrefois autoritaire et pleine de mépris, n'était plus qu'un murmure fragile. Puis, un jeudi matin, elle annonça qu'elle partait. La phrase tomba, simple, sèche, mais elle eut l'effet d'un tremblement de terre silencieux. « Je ne peux plus rester ici », dit-elle d'une voix cassée. « Je vais retourner dans ma maison à la campagne. Vous n'aurez plus à supporter ma présence. » Mon mari, assis à la table du petit déjeuner, leva lentement la tête. Ses yeux, rougis par les nuits sans sommeil, la fixaient sans colère, mais avec une infinie tristesse. « Maman, ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait juste la vérité. »« La vérité » répondit-elle amèrement. « La vérité, c'est que je ne suis plus la bienvenue ici. Je le sens, je le vois. Même ton regard me juge. » Elle détourna la tête, incapable de soutenir celui de son fils. Je restais silencieuse, observant la scène sans savoir comment réagir. Une part de moi voulait parler, lui dire qu'elle se trompait, qu'on ne voulait pas la chasser, qu'on voulait juste qu'elle cesse de nous blesser. Mais une autre part, celle qui avait souffert de ces mots cruels, de ces humiliations quotidiennes, murmurait que c'était peut-être mieux ainsi. Elle passa la matinée à ranger ses affaires. Chaque objet qu'elle touchait semblait raconter une histoire. Un cadre photo où elle souriait avec ses enfants, une vieille écharpe tricotée par sa propre mère, un parfum dont l'odeur emplissait le couloir. Je l'entendais parfois murmurer des choses à voix basse, comme si elle parlait à des fantômes. Mon mari l'aida à descendre ses valises. Il ne disait rien, mais je pouvais voir la douleur dans chacun de ses gestes. Porter les bagages de sa mère vers la sortie, c'était comme porter le poids de toute une vie de non-dit. Lorsqu'elle atteignit la porte d'entrée, elle s'arrêta. Le soleil d'hiver filtrait à travers les rideaux, éclairant son visage fatigué. Elle se retourna lentement vers nous. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Je voulais protéger ce que j'aimais, mais j'ai tout détruit. Peut-être que je mérite ce qui m'arrive. » Un silence suivit. Élodie, sa fille, qui était venue pour l'aider à partir, s'approcha et la prit doucement dans ses bras. « Tu resteras toujours notre mère, » murmura-t-elle. « Mais il faut du temps pour réparer tout ça. » Je m'approchai à mon tour. Mon cœur battait fort, partagé entre la rancune et la compassion. « Je ne vous souhaite aucun mal, » dis-je calmement. « Mais j'espère que, loin d'ici, vous trouverez un peu de paix. Et peut-être que vous comprendrez ce que vos mots ont fait. » Elle me regarda longuement, les yeux pleins de larmes, mais aussi d'un éclat de lucidité. « Tu es plus forte que je ne le pensais, » répondit-elle. « Et c'est ce qui m'a toujours effrayée. » Puis elle détourna le regard, prit ses valises et sortit. La porte se referma doucement derrière elle, et ce bruit, ce simple claquement de bois résonna comme une libération. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. On restait là, figé, écoutant le silence.
C'était un silence différent cette fois, pas celui de la peur ou du jugement, mais celui d'une maison qui respirait enfin. Mon mari s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. « C'est fini, murmura-t-il. Elle est partie. » Je posai ma main sur son épaule. « Non, dis-je doucement. Ce n'est pas fini. C'est juste un nouveau commencement. » Les jours suivants furent étranges. Le vide qu'elle laissait derrière elle était palpable. On avait beau se sentir plus léger, il y avait cette impression d'absence, comme si une ombre planait encore. Les habitudes avaient changé. Plus de critiques, plus de remarques acerbes, plus de disputes à table. Mais parfois, malgré moi, je surprenais mon mari fixant la chaise vide où sa mère s'asseyait autrefois. Un soir, je le trouvai dans le grenier, assis sur une vieille malle ouverte. Il tenait entre ses mains une photo jaunie de lui enfant, dans les bras de sa mère. Elle était différente à cette époque, dit-il d'une voix tremblante. Douce, attentionnée, je ne sais pas quand elle a changé. Je m'approchai, posant ma main sur la sienne. Les gens changent souvent par peur, pas par méchanceté. Peut-être qu'elle s'est perdue en voulant trop protéger ce qu'elle aimait. Il hocha lentement la tête. Puis il rangea la photo, referma la malle et laissa échapper un long soupir. La vie reprit peu à peu son cours. Élodie venait nous rendre visite plus souvent. On parlait calmement, on riait parfois, on essayait de reconstruire quelque chose. Et puis, un matin, une lettre arriva. L'écriture sur l'enveloppe était tremblante, mais reconnaissable. C'était celle de ma belle-mère. Mon mari l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, quelques lignes seulement. Je ne cherche pas à être pardonné. Je veux juste que tu saches que je t'aime, même si je n'ai pas su le montrer. Dis à ta femme qu'elle a sauvé notre famille, même si elle m'a perdu en chemin. Maman. Des larmes coulèrent sur les joues de mon mari. Il replia la lettre avec soin et la serra contre son cœur. Elle a enfin compris, murmura-t-il. Ce jour-là, j'ai senti que, malgré tout, quelque chose s'était apaisé. Pas une réconciliation, pas encore, mais une première lumière dans l'obscurité. Le départ de ma belle-mère n'avait pas seulement libéré notre maison. Il avait ouvert la porte à une reconstruction lente, douloureuse, mais réelle. Et au fond de moi, je savais que, d'une certaine manière, c'était aussi un départ pour elle. Pas seulement vers une autre maison, mais vers une prise de conscience, vers sa propre rédemption. La paix, parfois, commence avec un simple adieu. Les semaines qui suivirent le départ de ma belle-mère furent étrangement calmes. C'était comme si, après des années de tempête, la maison respirait enfin. Le silence n'était plus lourd, il était doux, presque apaisant. Le matin, j'ouvrais les fenêtres et l'air frais entrait sans cette tension invisible qui planait autrefois sur chaque pièce. Je me surprenais à écouter le chant des oiseaux, à sentir l'odeur du café sans arrière-pensée, à marcher pieds nus sur le parquet sans craindre une remarque désobligeante. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais vraiment chez moi. Mon mari aussi semblait changer. Moins tendu, plus présent, il avait retrouvé ce regard tendre que j'avais connu au début de notre mariage. Parfois, je le surprenais à me regarder en silence, comme s'il réalisait enfin tout ce que nous avions traversé. Un soir, alors que nous dînions ensemble, il posa sa main sur la mienne et murmura « Merci d'avoir tenu bon, même quand tout s'effondrait. » Ces mots, simples, valaient plus que 1000 excuses. Ils effaçaient des années de douleur, de doute et de solitude silencieuse. Mais la paix retrouvée n'était pas seulement extérieure. Elle se construisait aussi à l'intérieur de moi, lentement, comme une cicatrice qui se referme sans bruit. Je repensais souvent à ma belle-mère. Pas avec haine, non. Avec une forme de compassion fatiguée. Je me souvenais de ses colères, de ses piques cruelles, mais aussi de ses yeux perdus quand elle avait compris la vérité sur elle-même. Un matin, en arrosant les plantes du jardin, j'ai trouvé une de ces anciennes tasses de thé oubliées sur le rebord de la fenêtre. C'était une tasse blanche, fendue sur le côté, avec un motif de rose bleu. Je l'ai prise dans mes mains, et une étrange émotion m'a traversée. Cette tasse représentait tout ce que nous avions vécu, la fragilité, les fissures, mais aussi la beauté qui pouvait subsister malgré les brisures. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai nettoyée, puis posée sur une étagère de la cuisine. Non pas comme un souvenir douloureux, mais comme un symbole. La maison reprenait vie. Les rires revenaient, discrets d'abord, puis plus francs. Les repas n'étaient plus des champs de bataille, mais des moments de partage. Même Élodie, la fille de ma belle-mère, venait plus souvent. Elle apportait des desserts, racontait ses histoires, riait de nouveau. Un jour,
Elle m'a prise à part dans le jardin. Tu sais, dit-elle doucement, maman m'écrit de temps en temps. Elle ne parle pas beaucoup d'elle, mais elle demande souvent de vos nouvelles. Je hochai la tête, un peu surprise. Et toi, que lui réponds-tu? Que vous allez bien, que la maison est paisible, et que papa a recommencé à sourire. Ces mots me touchèrent profondément. Il y avait dans cette simplicité une vérité réconfortante. Parfois, on n'a pas besoin de grands discours pour réparer les liens brisés. Un soir d'été, alors que le soleil déclinait lentement, nous avons organisé un dîner dans le jardin. Les guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres diffusaient une lumière douce et dorée. Des amis étaient venus, quelques voisins aussi. On riait, on racontait des anecdotes, on se souvenait du passé avec une distance nouvelle. À un moment, mon mari se leva, un verre de vin à la main. « Je veux porter un toast », dit-il d'une voix émue. « À la paix retrouvée. À ma femme, qui a eu le courage que moi je n'ai pas eu. À la famille, même brisée, qui trouve toujours un moyen de se recoller. » Tout le monde applaudit, et je sentis une chaleur envahir mon cœur. Ce n'était pas de la fierté, mais une sorte de gratitude tranquille, celle qui naît quand on comprend que le pire est derrière soi. La nuit tomba lentement. Le vent caressait les feuilles, les bougies vacillaient. Je levai les yeux vers le ciel, et dans le calme de ce moment, j'eus une pensée pour ma belle-mère. Je l'imaginais dans sa maison de campagne, assise près d'une fenêtre, un châle sur les épaules, regardant le même ciel étoilé. Peut-être pensait-elle à nous, peut-être regrettait-elle. Ou peut-être, elle aussi, avait trouvé sa paix. Les mois passèrent. La vie reprit son cours, simple, belle dans sa normalité retrouvée. Mon mari et moi avons décidé de rénover le vieux salon, celui où elle passait le plus de temps. En repeignant les murs, j'ai ressenti une étrange émotion. Comme si, en couvrant ces vieilles couleurs ternes, je refermais un chapitre de notre histoire. Un matin, en rangeant les papiers dans le bureau, je suis tombée sur l'enregistrement. Celui où elle m'insultait, où elle révélait ses plans, où sa voix vibrait de colère et de cruauté. Je suis restée un long moment à fixer la clé USB dans ma main. Puis, sans un mot, je suis sortie dans le jardin, j'ai creusé un petit trou au pied du rosier, et je l'ai enterré. C'était ma manière à moi de tourner la page. Le soir, mon mari m'a regardé avec curiosité. « Tu sembles apaisé aujourd'hui. » Je lui ai souri. Parce que je le suis. Il n'a rien ajouté, mais son regard disait tout. Quelques semaines plus tard, une enveloppe arriva à nouveau. L'écriture tremblante sur le papier me fit immédiatement comprendre de qui elle venait. À l'intérieur, une simple phrase, écrite à l'encre bleue. « Je suis désolée. Merci de m'avoir montré que la vérité ne détruit pas toujours. Parfois, elle libère. » Je restais là, le papier entre les doigts, ému. La boucle était bouclée. Il n'y avait plus de rancune, plus de haine, juste la reconnaissance d'un combat mené, d'une vérité dite, d'une paix enfin trouvée. Les années passèrent. Chaque fois que je voyais le rosier fleurir, je repensais à tout ce que nous avions vécu. Aux cris, aux pleurs, aux mensonges, mais aussi à la force qu'on avait trouvée ensemble pour ne pas se perdre. Et je compris alors que la vraie vengeance, ce n'était pas de faire souffrir ceux qui nous ont blessés. La vraie vengeance, c'est de guérir là où ils voulaient nous briser. Ainsi, la paix revint, non pas comme un miracle soudain, mais comme une lumière lente et persistante. Elle se glissa dans nos gestes, dans nos regards, dans nos silences partagés. Et chaque jour, je remerciais le destin de m'avoir donné la force de transformer la douleur en sagesse. Parce qu'au fond, ce n'était plus une histoire de belle-mère et de belle-fille. C'était une histoire de vie, de pardon et de renaissance. Et une nouvelle vidéo apparaît actuellement sur votre écran, regardez-la avant qu'elle ne disparaisse.